Dans la région nord de l'Allemagne, après Brême et Oldenburg, en direction de Bad Zwischenahn, se trouve la Schwarze Sumpf, le marécage noir. Il s'agit d'une aire sacrée depuis le temps des Cimbres, qu'il a considéré comme étant le lieu où le ciel et la terre s'unissaient. Cette terre serait cependant assez peu connue aujourd'hui, si elle ne formait le terroir où sont cultivées les précieuses Rube Schwarze aus dem Mecklenburg, betteraves noires. Ces betteraves se différencient de toutes les autres par leur capacité à se développer sans la partie aérienne des feuilles, qui sont noyées dans une couche de boue d'environ 20 cm d'épaisseur et riche en sels minéraux. Le marécage noir doit son origine à une petite dépression de la plaine qui n'a jamais permis le reflux des eaux provenant d'une source sulfureuse très riche en minéraux ferreux. Tout autour du marécage se développe une forêt touffue de bouleaux, l'arbre sacré des druides dont le bois servait à construire des bateaux sur lesquels étaient allongés les corps des rois et des héros morts avant d'affronter le dernier voyage vers Avalon, l'île d'une île de mystère baignée d'un éternel brouillard. Pendant longtemps, les betteraves noires ont été ignorées. Mais au cours de la guerre de 100 ans, à cause des terribles pénuries, même les marécages furent explorés par les paysans qui découvrirent ainsi le goût très particulier de ce produit. Dans un premier temps, l'Église se prononça contre leur consommation car elle pouvait exciter Satan, avec leurs effets sans aucun doute aphrodisiaques. Mais avec la diffusion de la consommation au niveau local, les betteraves ne furent rapidement plus suspectes et jouèrent un rôle de premier plan dans la grande gastronomie, au point que le célèbre Alexandre Grimaud de la Reynière a écrit qu'il les considérait indispensables dans le flan au cresson, afin de donner de l'énergie vitale et une saveur unique à un plat dans lequel la finesse et la force doivent s'équilibrer. Aujourd'hui, la récolte a lieu 2 fois par an. Les paysans parcourent pieds nus le marécage et extraient les betteraves noires avec un petit geste circulaire pour permettre à la plante de se reproduire. Recouvertes de foin, les betteraves doivent encore mûrir une semaine dans le noir sur des nattes en paille. Les fermes typiques dans lesquelles on les laisse affiner ont, pendant la période de la récolte, une odeur caractéristique et intense qui rappelle vaguement la terre humide. Au goût, ces betteraves ont une saveur incomparable, à mi-chemin entre le ferreux de l'artichaut et le sucré de la betterave classique, en passant par des notes minérales et intenses de fourrure mouillée qui les rendent uniques. La meilleure façon de les consommer est de les couper en julienne sur de la viande de bœuf ou en purée avec le gibier. Elles sont exceptionnelles avec le cerf. À cause de leur odeur prononcée, elles ne s'adaptent qu'à la préparation de gâteaux à base de chocolat noir, extra 80% minimum, si elles sont transformées en sucre. À cause de leur zone de production très limitée, un peu moins d'1 km², ces betteraves sont pratiquement introuvables hors de leur lieu de production ou du circuit de la grande cuisine. Le Lardello di Toscana, petit lard de Toscane, dont la reconnaissance est imminente de la part des autorités européennes en tant qu'appellation d'origine protégée, doit ses formidables caractéristiques au hasard. En fait, pendant la guerre entre Florence et Sienne en 1229, certains paysans d'Asciano murèrent ce produit en petits blocs dans un coin frais de la cave de leur ferme afin de protéger cette précieuse partie du cochon qui, en temps de pénurie, remplaçait remarquablement l'huile, de façon à ce que les mésaventures de la guerre ne les privent pas d'une base si importante pour leurs recettes. Toutefois, les terribles batailles, les morts et les pestilences qui suivirent leur firent oublier ce véritable trésor caché. Le précieux lard aurait été perdu si on avait providentiellement abattu un mur. Ceux qui retrouvèrent ces blocs de lard du noble cochon de la race Cinta Senese, célébré dans la fresque du Buon Governo dans le palais et siège de l'administration communale, furent surpris.
Au contact du sol poussiéreux de la cave, le lard s'était couvert d'une très fine couche de terre de sienne qui l'avait scellé en lui donnant une très belle couleur de cheval sourd, comme l'affirma Cacciaguerra des Franciabighi, chroniqueur de l'époque, et surtout une saveur et des parfums inconnus. Au sujet du développement du lard, à partir de cette époque, un témoignage indirect se trouve dans le cycle des fresques de Saint-Benoît de l'abbaye de Monte Oliveto Maggiore, dû au pinceau de Luca Signorelli et de Sodome. Celle-ci représente la vie du saint en 35 niches. Dans l'épisode « Comment Saint-Benoît envoie Moro en France et Placido en Sicile » de Bartolomeo Neroni di Le Riccio, 1505, et élève de Sodoma, un paysan qui racle avec un couteau la fine couche d'argile en bloc de lard est en effet bien visible. De cette période lointaine dans l'histoire à aujourd'hui, le lardello, maintenant appelé lardello di Toscana, s'est affirmé comme un des grands produits de niche. Il est caractérisé par une saveur persistante et herbacée, de légers parfums de cuir, de poivre et d'épices, ainsi que par une texture du gras très fine qui en exalte la noble élégance. Employé dans une version des pommes frites typiques d'Asciano, récemment reconnu supérieur aux frites dans le gradois de la région de Bordeaux, le lardello di Toscana trouve son apogée dans le flan au chou noir, le même que celui employé pour la ribollita, sur lequel il est déposé de façon à fondre lentement avec la chaleur pour exalter tous ses parfums complexes. Ces derniers sont aussi sa meilleure défense au niveau international. Plusieurs imitations ont en effet été mises sur le marché, avec des résultats finalement limités. Les sels particuliers présents, dont les crêtes senesi, en interaction avec le climat particulier des collines toscanes, produisent une micro-oxydation du gras qui rend son goût et sa texture uniques. Une fois abandonné le centre-ville, le touriste qui arrive à Norfolk se trouve le long d'une côte de hautes falaises. Les touristes s'y pressent tous les ans au printemps pour assister au passage des cachalots. Mais les gourmets n'oublient pas d'y acheter les précieux Norfolk Black Parsnip, tubercules de Norfolk, à l'occasion de la foire en l'honneur du saint Luc Kilroy, 1548 à 1582, qui se fête le 30 mai, le jour de son martyre. Les paysans locaux proposent alors ce produit avec de la bière et de la bière de blé. Le coût de ce tubercule est élevé car il doit se frayer un chemin parmi les rochers des falaises afin de prendre racine et sa production ne dépasse pas quelques quintaux par an. La plante se reconnaît à sa fleur jaune, semblable à une petite marguerite, au parfum rappelant vaguement l'absinthe. Joséphine Beauharnais en était gourmande, au point d'en commander l'envoi au représentant plénipotentiaire de Londres, le comte Henri de Comarque. Les cuisiniers de la cour utilisaient les tubercules comme la truffe sur un délicat potage aux choux-fleurs et aux poireaux à accompagner d'un verre de sauterne. À Norfolk, par contre, à cause de sa saveur très iodée et de ses parfums d'absinthe, le tubercule est employé depuis toujours comme un accompagnement au poisson. Son usage le plus simple revient à en râper l'écosse sur du saumon ou de l'aigle fin cuit à l'eau. Dans l'Antiquité, avant que les nouvelles normes de sauvegarde de l'environnement n'interviennent, les pêcheurs de l'île de Bealow avaient appris à utiliser le tubercule pour aromatiser le précieux consommé de phoque offert aux épouses et aux parturiantes comme fortifiant mais aussi en signe de chance et de fécondité. Aujourd'hui, le chef Gordon Richards, 3 étoiles Michelin, en revisite l'emploi dans un savarin sophistiqué au crabe et au cresson auquel un peu de Norfolk potato est ajouté à table. Le produit ne peut pas être congelé et en saumure, il perd tout le charme de son parfum d'absinthe. La seule façon de l'apprécier est donc de se le procurer frais à la coopérative des récolteurs de Norfolk qui, selon leur statut, ne peut pas en vendre plus que 500 grammes par client.
Les réservations doivent être faites avec une année ou deux d'avance. Les connaisseurs sont conscients que, outre la qualité unique du produit, il faut s'assurer les tubercules des falaises situées juste en face de la petite île de Shabby Chic, où même les cardons poussent spontanément. Grâce au vent de tramontane, la plante pousse plus lentement, ce qui contribue à concentrer les parfums qui se chargent de réminiscences de gruyère et de silex.